bien sur France 3, Pays de la Loire. Ouais, c'est bien ça, mon chat. Merci. Il y a un petit peu plus de 7500 EHPAD en France, dans lesquels on trouve 600 000 lits pour accueillir des résidents. À l'échelle de la région des Pays de la Loire, on tombe à 585 EHPAD, dans lesquels il y a 47 285 places, très précisément. Ce qui fait que notre région, en France, est l'une des mieux dotées en la matière. Et tant mieux, puisqu'il faut savoir que 13% des personnes qui ont plus de 75 ans vivent dans un tel institut. Alors justement, ces personnes, comment vivent-elles? Que font-elles? Qu'en pense leur famille quand elles voient leurs parents vivre dans ce qui est leur dernière demeure? Tout simplement, comment fonctionne un EHPAD? On abordera aussi le thème de la maltraitance, en quelques mots, le financement de ces structures et puis les problèmes liés aux effectifs. Pour cela, des invités, des reportages, vous connaissez le principe. Enquête de région commence. Bienvenue. Nous sommes à Parigny-l'Évêque, c'est une commune de la Sarthe située à une vingtaine de kilomètres au sud-est du Mans, dans l'EHPAD des Térébintes, un EHPAD privé associatif. Alors EHPAD, on va quand même le dire, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et ici, il y a 25 résidents. Et sur les 585 EHPAD qui se trouvent en Pays de la Loire, vous voyez comment c'est décomposé. Il y a ceux qui sont privés associatifs, comme celui-ci, ceux qui sont publics, gérés par une collectivité, l'État, une association, et ceux qui sont totalement privés, donc à but lucratif, et essentiellement, il faut bien dire, payés par les résidents eux-mêmes. On distingue tous ces EHPAD des résidences seniors, des résidences services, qui appartiennent souvent à des grands groupes, des fonds de pension pour la plupart, et là, ce sont les résidents qui payent tout. Enfin, l'âge moyen auquel on entre dans un EHPAD est de 85 ans. On va aller faire connaissance avec Lucienne, et là, un tout petit peu plus. Bonjour Lucienne. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Et vous? Très bien, merci, je suis content de vous voir. Ben, oui, moi aussi. Est-ce que, sans dévoiler un grand secret, on peut dire quel âge vous avez? 95. 95 ans. 96, le 21 décembre. Bon. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici, dans cet EHPAD au Térébintes? Je suis né en mois d'octobre. Et alors, est-ce que vous vous plaisez? Oui, absolument. Qu'est-ce qui vous plaît dans les activités qu'on peut vous proposer? Oh, ben, j'ai été voir le bowling, puis j'ai joué au bowling, puis j'étais très contente. Vous aimez le bowling? J'ai dit ça au directeur, j'ai dit j'étais trop contente de ma journée. C'était la première fois? Oui, première fois. J'ai jamais joué au bowling. Ça a été dur de venir, de changer, de quitter sa maison, de quitter le foyer dans lequel vous êtes allé ensuite, pour arriver ici? Oh, ça a été dur parce que je connaissais personne par ici. Malheureusement, enfin, là, ça va, ça va. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des 5 enfants? Mais heureusement que j'ai eu mon fils et ma petite fille. Il faut me mettre ici. Parce que Ils vous ont guidé, ils vous ont accompagné pour arriver? oui. Ouais. Comment a vécu la famille ce changement? C'est-à-dire que au foyer logement de la Suze, c'était plus du tout. C'est l'endroit où elle était auparavant. Hein. Oui, c'était plus adapté. Il lui fallait une infirmière. Où il fallait que la nuit elle soit. Je pense qu'elle avait peur là-bas seule. Hein. Elle avait peur, un petit peu peur. Donc je pense que l'EHPAD était le mieux qu'un foyer logement. Donc on a attendu 1 an à peu près, puis elle est venue ici. Elle est contente là, depuis qu'elle est ici. Bon, son moral a l'air bon. Son moral est bon. Et elle nous dit, hein, c'est... Non, mais elle a rejeuni ici, je trouve, moi. Elle a rejeuni, elle a pris des couleurs, elle est bien. Non, on est content. Et on a de la visite. Bonjour. Bonjour. Et Lévi, voilà, Lévi. le clin que vous avez vu ce matin. Voilà. Qui vient vous voir. Vous avez souvent la visite de Lévi? Oh non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Bah, on a bien fait de venir aujourd'hui, ce alors. matin. Ah Faut faire un peu de oui, place. oui, ce matin, merci. Voilà Lévi qui nous accompagne au quotidien. Alors on explique, hein, vous êtes aide-soignante ici. Je suis élève AMP. Très bien. AMP, Voilà. ça veut dire? AES, donc accompagnante éducative et sociale. Et avec votre chien qui est homologué pour travailler Voilà. à l'EHPAD, vous allez régulièrement voir les résidents. C'est ça, grâce à l'association Tout au câlin sur Nantes.
Donc voilà, il nous accompagne au quotidien, ça fait le bonheur Puis des j'aime beaucoup résidents. la petite. Vous êtes mignonne. Vous préférez les humains aux chiens quand même. Ouais. En tout cas, votre maman n'est pas isolée ici, quoi. Non, on n'est pas isolé du tout. Non, non, non. Bon. Oh, puis il y a une bonne équipe ici. Hein. Ils sont sympathiques, accueillants. Non, non. Moi, je suis très content de cette EHPAD. Bon, très bien. Merci beaucoup, Joël. Merci, Lucienne, Merci. de nous avoir accordé ce petit moment dans votre emploi du temps bien chargé, parce que je sais que vous avez une partie de cartes aussi, souvent. Ah, souvent, Oui, pas souvent. pas tant que ça, pas assez souvent. Vous aimeriez jouer plus souvent. Hein. Merci beaucoup. Parmi les 147 établissements publics territoriaux gérés par l'État dans la région, il y a les Tulipes. C'est un EHPAD qui se trouve à la Tranche-sur-Mer en Vendée. Et à 400 mètres de là vit Josiane, qui a 86 ans, c'est donc une petite jeune, on peut le dire, et elle souhaite intégrer cet EHPAD. Mais comment s'y prendre quand on veut intégrer une telle structure? Pour le savoir, reportage Christophe Amouriot, Dominique Lemay et Thierry Poirier. Bonjour à vous. Vous allez bien? Ça va à peu près, merci. Entrez. Merci. 86 ans, Josiane Toussaint vit seule chez elle, mais ça y est, c'est décidé, elle veut aller dans un EHPAD, Comment ça un va établissement depuis la dernière d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour ça, il lui a d'abord fallu remplir le dossier via trajectoire. Il est accessible par Internet. Il peut être aussi rempli avec l'aide du conseil départemental. Manon Perrotin fait partie du service d'accompagnement médico-social en Vendée. Elle se déplace à domicile pour suivre les demandes et surtout pour répondre à toutes les questions des personnes âgées, y compris celles sur la fameuse grille du GIR. Alors, il y a quelque chose qui me paraissait un peu barbare. La première fois que je l'ai entendu, c'est le GIR. Ah oui. Donc le GIR, c'est au médecin traitant de le remplir. Donc le GIR, c'est pour évaluer l'autonomie de la personne. Donc voir au niveau de, par exemple, pour l'aide à la toilette, l'habillage, comment elle se débrouille. Voilà. Et c'est au médecin traitant d'évaluer, en fait, voilà, l'autonomie de la personne par une grille GIR. Le GIR 1, c'est le niveau le plus élevé de ces groupes ISO ressources, avec une perte totale d'autonomie. Josiane Toussaint en est loin, mais malgré sa relative autonomie, elle se sent fragile depuis la disparition de son mari il y a quelques mois. Il est décédé d'une longue maladie. Après une période très éprouvante, plusieurs raisons ont poussé Josiane à demander une place en EHPAD. La première qui semble évidente, c'est la précaution qu'on doit prendre à partir d'un certain âge de ce qu'on va devenir après. Lorsqu'on a perdu son mari, on n'a plus d'amis, on n'a plus personne, on se retrouve tout seul. C'est une deuxième raison d'entrer en maison de retraite. La solitude, c'est lourd à porter. Donc il y a, et le mot dont je parle depuis le début, la sécurité. On a besoin de dormir tranquille, sans se réveiller 5 ou 6 fois par nuit, parce qu'on se dit « j'ai mal, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il faut que j'appelle? Est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je prends ?» Et c'est lourd. La direction de la solidarité et de la famille du conseil départemental de la Vendée. C'est là que le dossier d'accompagnement de Josiane Toussaint est enregistré. Un médecin est en charge de la coordination du service et il le voit, les EHPAD ont tous des listes d'attente avec des délais de plusieurs mois. Globalement, on va dire qu'on peut avoir un délai qui peut être estimé relativement court, quelquefois inférieur à 1 mois dans des situations d'urgence. Et puis on peut avoir un délai plus habituel aux alentours de 3 à 6 mois dans des situations où certes où la personne fait la démarche d'entrée, est prête à rentrer, mais il n'y a pas de critères d'urgence immédiat. On a rencontré hier l'infirmière coordinatrice des EHPAD de La Roche-sur-Yon. Elle nous disait voilà, qu'elle avait une liste d'attente de plus de 100 personnes sur l'ensemble des EHPAD de La Roche-sur-Yon. Donc vous voyez que ces listes d'attente sont quand même importantes. Comment les listes d'attente sont-elles gérées? Qui est pris en premier? Le choix, en fait, revient toujours à la direction des EHPAD. La résidence des Tulipes à la Tranche-sur-Mer, c'est ici que Josiane Toussaint espère avoir une place. La priorité est donnée aux habitants et à ceux qui ont un lien avec la commune et aux personnes les plus dépendantes. Pas toujours facile à expliquer pour la directrice et pas toujours facile à entendre pour les familles. On met les gens en situation d'échec lorsqu'on leur dit « ben non, là aujourd'hui je n'ai pas de place ».
On met les gens en échec lorsqu'on leur dit « je ne sais pas dans combien de temps vous pourrez rentrer ». Lorsqu'on explique aussi, comme je vous l'explique à vous, là, vos parents ne sont pas assez dépendants. Quelquefois, c'est choquant d'entendre dire mais il faut que ma mère se casse une jambe et soit totalement dépendante pour entrer en structure. C'est très frustrant. Mais un EHPAD, aujourd'hui, ne peut pas accueillir tout le monde. L'entrée prioritaire des personnes très dépendantes a une limite, celle de la capacité du personnel à pouvoir s'en occuper dans les meilleures conditions. Il y a bien une dotation financière supplémentaire, mais ça ne résout pas tout. Dans cet établissement public, Anne Favreau, la directrice, le sait bien, c'est une ancienne infirmière. Et pour elle, la priorité, c'est la bonne santé des résidents et du personnel. À un moment, j'ai une place, j'ai un résident qui va vouloir rentrer. Si son niveau de dépendance est trop élevé, on ne pourra pas forcément l'accueillir parce qu'on sera déjà face à des équipes qui auront énormément de travail, qui sont déjà épuisées, et ce serait mettre en échec et l'accompagnement du résident et mettre en échec les équipes derrière. Donc les admissions en EHPAD, c'est aussi un équilibre. La résidence des Tulipes ne sait pas à quel moment elle pourra dire oui à Josiane Toussaint et à tous ceux et à toutes celles qui attendent de pouvoir les rejoindre. Une chose est sûre, le niveau des demandes risque de rester bien supérieur à celui des places proposées. Le nombre de personnes de plus de 85 ans vivant en France sera multiplié par 3 dans les 30 ans à venir. Bonjour René Sanchez. Bonjour Emmanuel Faure. Merci de nous accueillir, je vais dire chez vous, parce que ça fait 18 ans que vous dirigez cet EHPAD des Térébintes. Un EHPAD est un lieu de vie, on est soigné et c'est souvent, c'est même quasiment dans tous les cas, le dernier logement. C'est signé Gilles Berru, c'est un gérontologue. Oui. Qui a fondé le Gérontopole des Pays de la Loire. Vous souscrivez à cette citation? Ah, tout à fait, absolument. Pour moi, l'EHPAD doit vraiment être un lieu de vie et non pas un lieu où on attend désespérément la fin de la vie. C'est un lieu de vie. À partir de quand on rentre en EHPAD, notamment chez vous, par exemple? La moyenne d'âge d'entrée en maison de retraite se situe autour de 86-87 ans. On rentre en maison de retraite quand le maintien à domicile n'est plus possible. Bon. Et combien de temps ensuite restent les résidents? C'est une question logique. Là, c'est très variable, hein. Tout dépend des pathologies, mais c'est autour de 2-3 ans et c'est plutôt une moyenne qui est en train de baisser actuellement puisque les résidents rentrent de plus en plus âgés et de plus en plus dépendants. Le coût dans votre établissement, combien paye un résident au mois? Au mois, ici, ça tourne autour de 1 700 €. D'accord, donc on est plutôt dans la moyenne basse. Absolument. Parce qu'on rappelle, c'est 1 929, 1 926 € par mois en moyenne. Oui. Les activités, on va en voir quelques-unes tout à l'heure, elles sont payantes ou pas? Non, les activités sont incluses dans le tarif hébergement, sauf lorsqu'il s'agit d'activités exceptionnelles, de sorties, de voyages à la mer, où là, il y a une participation qui est demandée aux résidents. Alors, ce qui pose souvent problème dans les EHPAD, on l'a vu en début d'année, il y a eu des manifestations, il y a eu même un courrier envoyé au président de la République par 350 directeurs de maisons de retraite des Pays de la Loire. Vous en faisiez partie? Absolument, absolument. Qu'avez-vous demandé au président de la République? On a demandé des moyens supplémentaires, puisque nous avons un ratio d'encadrement qui est tout à fait faible et qui est un des plus faibles d'Europe d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez combien de personnel pour combien de résidents? Nous avons un ratio qui tourne autour de 6 personnes pour 10 résidents. Bon, est-ce que la situation a évolué depuis? Depuis, on n'a pas vu grand-chose évoluer, mais si ce n'est qu'on a une promesse pour l'année prochaine d'une grande loi sur le grand âge. Et on attend beaucoup. Alors justement, il y aura un rapport qui sera mis mi-janvier à la ministre de la Santé, ensuite il y aura discussion au Parlement. Vous attendez quoi de cette loi? On attend, nous, qu'il y ait des moyens supplémentaires qui soient donnés aux EHPAD et qu'il y ait aussi une revalorisation des métiers, des aides-soignantes en particulier, dont le salaire est très bas, qui devrait être revalorisé. Et puis que peut-être il y ait des messages qui passent dans l'opinion publique pour que cette profession soit mieux considérée. Madame Allard, on va continuer à faire la toilette? Oui.
Bonjour Charlène. Bonjour. Bonjour Denise. On vous laisse faire votre toilette. On parle un petit peu avec Charlène pour bien comprendre son travail. Vous qui êtes aide-soignante ici au Térébinthe, vous estimez que vous avez le temps de bien vous occuper de chaque résident? Là, on vous voit avec Denise faire sa toilette. Vous avez le temps ou alors c'est faute de temps, c'est un petit peu bâclé, c'est trop vite fait, vous passez pas assez de temps avec chacun et chacune? Non, c'est vrai qu'ici au Térébinthe, on a le temps de prendre soin de la personne au niveau des toilettes. C'est combien de temps une toilette? Après, c'est variable selon les besoins. Il faut compter environ 20 minutes, une demi-heure par personne. Pour une toilette comme celle-ci, la douche, c'est quelque chose qui, de l'extérieur, soucie beaucoup. Est-ce que la douche complète, c'est pas tous les jours, j'imagine? Non, on fait une douche une fois par semaine, nous, ici. Après, c'est vrai que les résidents, dans le temps, ne faisaient pas trop de douches. C'était plus des toilettes au lavabo. Donc, une fois par semaine, la plupart du temps, ça leur convient. Après, quand c'est possible, on sait qu'il y a des résidents qui aimaient bien les douches. Donc, quand c'est possible, on essaie de leur faire 2 douches dans la semaine. Après, ça dépend au niveau du personnel, si on est assez nombreux ou pas. Ouais. Vous avez le temps de personnaliser un petit peu, parce qu'il y a des liens d'affection qui peuvent se créer, de personnaliser un petit peu la relation avec chacun, ou en tout cas avec ceux qui le demandent? Oui, après, c'est vrai que chaque personne est différente. Donc, c'est vrai que nous, on essaye déjà de s'habituer aux habitudes des résidents. C'est eux qui nous disent ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, nous, on prend en compte leurs besoins et leurs désirs. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye au mieux de répondre à ce qu'ils veulent, quoi. Bon, on vous laisse habiller Denise. On vous retrouve pour le déjeuner, pour continuer la conversation? Pas de souci. À tout à l'heure. L'EHPAD bashing, c'est comme ça, vous le nommez. Vous me l'avez dit juste avant l'enregistrement de cette émission. Ça vous énerve, ça, qu'on dise du mal des EHPAD. Pourquoi? C'est toujours à titre injuste? Le problème, c'est qu'on choisit 2 ou 3 exemples qu'on monte en épingle. Et malheureusement, pour le téléspectateur, il a l'impression que c'est une généralité. Voilà. Là, vous faites référence aux cas de maltraitance qu'on a traités, qui sont pourtant avérés. Il y a eu des procès, il y a eu des plaintes qui ont abouti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Non. Et puis moi, je dis qu'on trouve des professionnels véreux dans toutes les professions. Et on pourrait faire le même genre de reportage sur tout un tas d'autres métiers. Mais là, c'est dommage qu'on s'acharne sur les maisons de retraite. Mais vous-même, vous avez été confronté dans cette EHPAD des Térébinthes à des cas de maltraitance? Vous avez dû vous séparer d'un personnel ou d'un... Non, parce que nous essayons d'impulser un état d'esprit de bienveillance et de bientraitance. Et le personnel a été formé aussi dans plusieurs types de formations qui vont dans ce sens, comme l'humanitude, la méthode Montessori ou la méthode de validation de Naomi Feil. Aide-moi à faire seul. C'est le principe de cette pédagogie Montessori qui s'applique pour l'atelier écriture. Plusieurs fois par semaine, ces anciens se retrouvent pour évoquer leurs souvenirs. Ils ont même rédigé un livre sur l'histoire de leur quartier. De fleurs. Cultiver des fleurs, surtout pour la Toussaint. Voilà. C'est pas gai. C'est pas gai, mais il y a toujours important. Le résultat attendu avant tout, c'est que le résident soit partie prenante et acteur de son projet, qu'il y trouve son compte, que ce soit des choses qui lui fassent plaisir, que ce soit améliorer son quotidien. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais par contre, le rendre acteur de son propre projet, c'est ça l'objectif. Certes, les bénéfices de cette méthode ne sont pas spectaculaires, tout le personnel n'a pas encore été formé, la maladie reste, mais les patients sont moins désorientés, plus apaisés. Il s'agit surtout de les aider à faire seuls le plus longtemps possible. Souvent, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer se sentent inutiles. Ce n'est pas le cas de Geneviève. Toujours très coquette, cette ancienne couturière vient de fêter ses 90 ans. Je vous donne un premier nom et vous allez me dire si c'est un couturier ou un artiste. Pierre Cardin, alors c'est un couturier. Aujourd'hui, elle passe un bon moment en compagnie d'Émilie. Formée à la méthode Montessori, la psychologue va stimuler ses connaissances avec du matériel adapté. C'est redonner de l'estime, redonner une utilité et on les engage à faire une activité. On les sollicite. C'est nous qui sommes en position basse et c'est eux qui nous apprennent en fait. C'est eux qui nous montrent. C'est bien, Madame Dost. Pas facile de retrouver les gestes oubliés. Comme Geneviève, 75% des résidents de cette maison de retraite souffrent de troubles cognitifs. Entourés par un personnel patient et bienveillant, certains d'entre eux participent désormais à la préparation du repas. Ça m'amuse. C'est un truc qui occupe un petit peu le temps et qui n'est pas mauvais du tout. C'est une chose qui n'est pas déplaisante du tout et qui est très féminine.
Voilà. Et pour des jeunes de notre âge, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe en EHPAD? Les jeunes sont moins intéressés aujourd'hui par cette profession. C'est trop difficile de côtoyer la mort parce que c'est aussi votre quotidien, ça? Oui, c'est vrai que le métier est difficile, on le reconnaît, puisqu'il y a effectivement des horaires qui sont un peu compliqués, soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Il y a aussi la rémunération qui n'est pas suffisante. Il y a aussi la charge qui est lourde pour la prise en soin des résidents. Mais c'est un métier passionnant parce qu'on se sent utile, parce qu'on apporte du bonheur et parce qu'il y a de la reconnaissance. Reconnaissance malgré tout? Absolument, les résidents sont très reconnaissants. Leur famille et aussi. les familles aussi. Donc en fait, c'est la société qui n'est pas reconnaissante dans ce que vous faites? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir ce qui va nous arriver un jour? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est typiquement français, c'est que les Français ont peur de la mort et de la vieillesse et qu'ils veulent cacher tout ce qui leur rappelle qu'un jour ils vont vieillir et mourir. Restez avec nous, René, on va se retrouver dans quelques instants à l'intérieur. Les pathologies, vous le savez mieux que personne, varient au sein d'un EHPAD et tout ne se soigne pas, tout du moins pas de la même façon. Ainsi, un robot qui a l'apparence d'un bébé phoque vient de faire son apparition dans un établissement de Bourges, dans le Cher, chez nos voisins de la région Centre-Val de Loire. C'est une peluche bourrée de moteurs, de capteurs, à destination essentiellement de ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, comme un médicament en fait qui ne dirait pas son nom. Moi je vous le donne quand même, quand je vous donne son prénom, il s'appelle Paro. Ah oui. Voici Paro, le nouveau pensionnaire de l'EHPAD de Bellevue à Bourges. Ce petit phoque est un concentré de technologie made in Japan. 7 moteurs, 3 micros, une multitude de capteurs. Il vient d'arriver dans cette unité spécialisée dans les soins des malades atteints d'Alzheimer. Je l'ai découvert ici et franchement, quand on voit ce que ça apporte aux résidents, oui. Et encore, cette dame est calme. Mais quand il y a des gens qui sont en crise, donc ça les canalise tout de suite. Vraiment tout de suite. C'est un soin, c'est un véritable soin. C'est un nouvel outil de prise en charge non médicamenteuse attaché au bien-être et à la qualité de vie des résidents. Il va venir compléter le dispositif mis en place avec la Golden Retriever qui vient déjà à la résidence. À partir du moment où on a vu ce que ça a apporté aux résidents, le sourire sur les résidents, les changements d'expression, l'apaisement, à partir de là, on a fini par convaincre aussi le personnel des bienfaits de ce petit robot phoque. Résidents, soignants et médecins, le robot peluche a mis tout le monde d'accord. Le phoque permet aussi d'avoir une stabilité de la personne âgée et surtout ce côté affectif dont on oublie trop que c'est fondamental car ça fait partie des 7 besoins fondamentaux. T'as fait beaux yeux, tu sais. Oh là là. À près de 7 000 € pièce, l'établissement cherche le moyen de financer le petit frère de Paro pour le bien-être de ses 600 pensionnaires. Il se cache. Pliez bien vos genoux. Est-ce que vous pouvez la placer sur le plot de gauche? Pliez vos genoux. Voilà. Le pied bien loin devant. Alors vous, René, vous n'avez pas de robot phoque, vous avez un robot chat ici dans cet EHPAD. Tout à fait. La technologie, c'est un remède aussi? Ça peut être un remède, effectivement, pour certaines personnes qui sont désorientées. Et en particulier, notre chat est très utile pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Ça apaise? Absolument, ils le caressent et puis ils sont tout étonnés de voir qu'un robot se met à miauler, à bouger la tête et ils vont rester des heures à en parler. Alors technologie, mais également des vraies activités avec une demoiselle qui est kiné, je pense? Non, elle est psychomotricienne. Et là, on a installé un parcours de marche qui permet aux résidents de conserver au maximum leur capacité. Donc le parcours a été étudié par des kinés et des médecins. Avec des passages où il faut monter, descendre, une espèce de faux ralentisseur? Absolument, il faut cueillir des balles, les ramasser, les reposer. En fait, ça leur permet d'éviter les chutes, puisque le problème des chutes est un des problèmes les plus importants en EHPAD. Alors il y a ces activités donc, psychomotriciennes pour entretenir le bien-être des résidents. Il y a aussi des activités pour les distraire?
Oui, les activités physiques sont importantes, mais il n'y a pas que cela. On essaye effectivement d'avoir des activités variées. Et en particulier, on croit beaucoup aux activités culturelles. Donc on fait intervenir par exemple des conteuses qui non seulement vont raconter des contes, mais vont aider les résidents à mettre leur propre vie sous forme de contes. On a aussi des clowns d'intervention thérapeutique qui n'ont pas seulement une formation artistique, mais aussi une formation gérontologique. On a aussi une photographe professionnelle qui est venue filmer les résidents pendant leurs activités intergénérationnelles. Ça fait l'objet d'une expo. Une expo qui a eu beaucoup de succès. Oui, alors, intergénérationnel, c'est un mot que vous aimez bien, parce qu'il y a une autre structure à côté de votre EHPAD qui dépend d'un centre de loisirs, c'est ça? Effectivement, donc l'association gère 2 structures, l'EHPAD et un centre de vacances. Et en particulier, ce centre organise des colos pendant les vacances et on essaye chaque jour d'avoir une activité entre les enfants de la colo et les personnes âgées. C'est autant apprécié des enfants que des personnes âgées. Un dernier mot sur les prix. Vous êtes un habitué, René Sanchez, vous et votre EHPAD des Térébintes, des prix honorifiques. Vous en avez eu un récemment? Tout à fait. Une palme d'or, comme à Cannes? Une palme d'or, oui, absolument. Qui récompense quoi? Alors c'était le prix du public, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs établissements qui présentaient leur programme et nous avons été l'établissement qui a reçu le plus de votes favorables des internautes. Très bien, bravo à vous. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Il y a un mot qu'on va dire aussi sur l'intimité. On n'a pas encore parlé avec vous, on va en parler avec une de vos aides-soignantes ensuite. L'intimité et plus clairement le désir, la sexualité. Est-ce qu'on en parle en EHPAD? Eh bien le sujet n'est pas forcément tabou, quoique forcément un petit peu. Ce n'est pas parce qu'on est en retraite que tout le corps, lui, doit s'arrêter de travailler. Reportage chez nos voisins de Nouvelle-Aquitaine, à Poitiers. Ils ont dépassé parfois largement les 80 printemps, mais que reste-t-il de leurs amours et du désir? La question mérite d'être posée. Différentes études montrent qu'en moyenne, 10% des pensionnaires de maisons de retraite sont toujours actifs sexuellement et que ce chiffre va augmenter. Alors évidemment, nous, on a voulu savoir. Ça, monsieur, c'est d'une indiscrétion folle. Voilà. Alors maintenant, c'est ce que j'ai à vous répondre. C'est indiscret. Mais on a continué, même si la réaction de Denise est majoritaire ici. La sexualité, c'est tabou, bien rangé dans les tiroirs du passé. Quand j'étais plus jeune, si j'étais plus coquette quand même, j'aimais plaire, enfin plaire dans le bon sens du terme, pas pour aller coucher avec. Toujours frapper et toujours attendre la réponse, voici la règle numéro 1 pour respecter l'intimité des pensionnaires, consigne rappelée par Sandrine Perrin, la psychologue, la confidente. Il y a des gens plus sympathiques que d'autres, qui sont plus prévenants, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect physique. Il n'y a pas l'aspect de l'amour comme on a avec son mari. Il n'y a qu'un couple officiel ici qui a préféré rester discret. En cas d'amourette, les soignants s'assurent juste que les 2 partenaires soient bien consentants, car avec l'âge et les troubles cognitifs, certaines barrières peuvent tomber. Parfois, la personne va un peu confondre le soin intime et c'est là où il va falloir en parler. Ce qui est important, c'est au contraire d'en parler et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider, pour accompagner la personne qui a du désir, qui a besoin d'intimité. C'est un droit que vous avez, que nous avons tous, de la tendresse et de la sexualité jusqu'au bout. C'est pas vrai? La vie continue, également en maison de retraite. La vie avec les envies, les besoins, le désir. Et c'est une partie intégrante de la vie d'une personne âgée. Aimer, désirer, plaire, des verbes qui se conjuguent donc à tous les temps de la vie. Est-ce que ça va? Maman, est-ce que ça va? Charlène, on vous retrouve en plein travail, pardon. Vous avez l'air d'aimer ce travail. Pourquoi vous l'avez choisi?
C'est vrai que moi j'ai eu toujours connaissance dans mon enfance du médical, parce que j'ai eu une maladie dans la famille et c'est vrai que j'allais souvent dans les hôpitaux voir ma famille. Et je me suis dit pourquoi pas moi aussi aider les gens plus tard. Donc c'est une vocation, quoi. Voilà, ouais, depuis toute petite. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire plus tard. Quels arguments vous mettriez en avant pour inciter des jeunes à faire comme vous ? Je pense que c'est un métier très important. C'est vrai que ça apporte beaucoup d'aider les personnes. Eux nous donnent de la joie, du bonheur. Et nous, on leur apporte aussi du bonheur. Et c'est vrai que je trouve que c'est très enrichissant pour notre vie personnelle, quoi. C'est vrai enrichissant, gratifiant, valorisant. Oui. À propos de valorisant, en termes de salaire, c'est pas toujours très attractif. Et ils sont comment les salaires ? C'est vrai qu'on n'est pas payé beaucoup. Moi, je suis environ payé 1003 à peu près. C'est vrai qu'avec les week-ends qu'on travaille, les jours fériés ou qu'on est là tout le temps, quoi, parce que c'est vrai que nous, on doit être toujours auprès des résidents. Donc, c'est vrai qu'on serait payé un peu plus, ça serait pas du luxe, mais bon. C'est pour ça que vous envisagez éventuellement un avenir un petit peu différent. Quitter un jour l'EHPAD pour devenir famille d'accueil, pour accueillir des résidents à domicile ? Voilà, c'est ça. Ça, vous y pensez ? Oui, je pense que dans le futur, ça sera. Je ferai peut-être ça. Et on vous souhaite de réaliser ce projet. En tout cas, justement, les familles d'accueil, c'est une option, c'est une alternative entre le maintien à domicile et l'EHPAD. Vous voyez comment ça se passe dans la région voisine Centre-Val de Loire, où une famille accueille chez elle une femme âgée et un homme qui souffre d'un handicap. En accueillant 2 personnes, Béatrice touche 2 200 € par mois, plus 1 000 € pour les frais et les charges. Mais accueillant familial est bien plus qu'un métier, il concerne tout l'entourage 24 heures sur 24. De toute façon, on a toujours eu beaucoup de familles autour de nous, avec les enfants, les petits-enfants. Donc là, aujourd'hui, on a des personnes à domicile, voilà, quoi. Pas plus que ça, quoi. La seule obligation pour être accueillant familial est d'avoir une chambre de 9 mètres carrés par personne accueillie. Mais Béatrice et son mari sont allés plus loin. On a tout fait plein pied. Ils ont mis 2 ans à rénover cette maison adaptée à l'accueil des personnes âgées ou en situation de handicap. Très peu de personnes âgées connaissent cette alternative à la maison de retraite. Janine est arrivée il y a 4 mois. Après la mort de son mari, elle ne voulait plus vivre seule. Comme il n'était pas question d'aller en maison de retraite ou chez ses enfants, cette solution lui paraissait la plus humaine. C'est ce que j'apprécie. Elle nous considère vraiment comme de la famille. Elle a vraiment un petit soin parce que moi je suis âgée, c'est une chose, tandis que le monsieur là il est vraiment handicapé et c'est déjà 3-4 fois, même en pleine nuit, ça lui est arrivé de vouloir se lever et de chuter, donc elle est vraiment au petit soin 24 heures sur 24. Avec l'allocation personnalisée d'autonomie, ce mode d'hébergement revient à 1 200 € par mois. C'est le conseil départemental qui encadre le recrutement et la formation des accueillants familiaux. On accompagne, nous, les accueillants, pour éviter que des personnes trop dépendantes viennent en accueil familial. Enfin, on peut peut-être en gérer une, 2, 3. Ça commence à être un travail un peu épuisant. Et notre travail à nous, c'est de les accompagner, de les convaincre de ne pas trop surcharger leur travail. Ce sont souvent d'anciens personnels d'EHPAD ou de centres hospitaliers qui ne supportaient plus leurs conditions de travail. Avec ce nouveau métier, ils ont retrouvé tout le sens de leur vocation de soignants. Retour sur le plateau d'enquête de région, on fait une petite incursion à Nantes, on fait une légère infidélité à l'EHPAD Les Térébintes de Parigny-l'Évêque. On va revenir dans quelques instants pour se retrouver ici au sein de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est ni plus ni moins que l'émanation régionale du ministère de la Santé. Bonjour Patricia Salomon. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du service offre de santé et autonomie au sein de cette ARS. Il y a un peu plus de 47 000 lits, 47 285 très précisément en Pays de la Loire. Est-ce qu'ils sont tous occupés ? Alors, ils ne sont pas tous occupés, mais c'est vrai qu'on a un taux d'occupation qui est proche de 98% dans la région. Alors, il faut savoir par ailleurs que la région bénéficie du taux d'équipement le plus élevé au niveau national. Par rapport au nombre d'habitants, les 3 500 000 ligériens. La mission de l'ARS, l'Agence régionale de santé, vis-à-vis des EHPAD, c'est quoi ? Déjà, l'ARS autorise les établissements, le fonctionnement, finance, et surtout, elle est présente sur les territoires pour accompagner les établissements dans leurs projets. Voilà, elle signe des contrats d'objectifs avec les EHPAD sur des objectifs de qualité pour améliorer le service rendu auprès des usagers. Il y a une grille GIR
hein, on détermine comme ça, groupe ISO ressources, pour savoir en fait si on est autonome ou pas avant de rentrer en EHPAD. À quoi ça correspond, la GIR? Alors, la grille GIR permet d'évaluer le niveau de dépendance de la personne. Et ensuite, ça permet par un système de calcul de points de déterminer la dotation de fonctionnement d'un EHPAD. Alors Patricia Salomon, on a en Pays de la Loire 20% actuellement en 2018 de plus de 65 ans. En 2050, ça va passer à 28% de personnes qui auront plus de 65 ans. Tous les 10 ans, ça va doubler pendant 20 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Gilles Berru qui est le fondateur du Gérontopole régional. Quelle solution vous avez pour ces gens-là? Notre objectif, c'est effectivement de favoriser vraiment l'accompagnement et le soutien à domicile. En développant par exemple des prestations qui peuvent partir de l'EHPAD. L'EHPAD peut assurer par exemple des prestations de téléassistance, de soins, de prévention. Une personne à domicile pourrait participer à des activités, par exemple de gym douce organisées à l'EHPAD. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir des prestations de services par les EHPAD et les services de soins infirmiers sur un territoire pour la population du territoire. D'accord. Juste un petit mot sur la dépendance en France. C'est 24 milliards d'euros d'argent public et 30% du budget d'un EHPAD vient de l'ARS, 50% du résident lui-même et 20% de l'allocation personnalisée d'autonomie qui est délivrée donc par le département. On est obligé d'évoquer la maltraitance. Beaucoup y pensent. Il y a eu beaucoup de reportages ces derniers temps qui font que les EHPAD n'ont pas toujours bonne presse ou en tout cas une bonne image. En cas de maltraitance, qu'est-ce que vous faites? On recueille en fait des signaux d'alerte. Sur la base de cette analyse, en fait, on peut donc aller inspecter dans l'établissement. Et puis là, en cas d'écart par rapport au service attendu, on préconise en fait des injonctions et des mesures sont prises pour effectivement revenir dans une situation normale. On s'aperçoit que dans la profession des aides-soignants, il y a 2 fois plus d'accidents du travail que dans d'autres secteurs, que dans le BTP. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça ? Les EHPAD doivent être tournés davantage vers la prévention. Notre objectif, c'est par rapport aux professionnels, au-delà du renfort des ratios d'encadrement, c'est de faire en sorte qu'ils puissent être continués en termes de formation, en termes d'amélioration des conditions de travail, qu'ils puissent disposer d'équipements adaptés qui leur permettent de les soulager au niveau des risques professionnels. Un mot rapidement, 22,5 millions, c'est la somme que vous déboursez pour un pacte EHPAD, donc régional. En 2 mots, ça consiste en quoi ? Alors, c'est à la fois le financement du renforcement des ratios d'aides-soignantes, le financement de la formation des professionnels sur la bientraitance, par exemple, l'amélioration des conditions de travail et tout l'accompagnement des innovations organisationnelles. Merci beaucoup, Patricia Salomon, de nous avoir accordé quelques instants. Je vais vous montrer une image. Vous allez voir, ça va vous amuser. L'âge et surtout les EHPAD ne sont pas des obstacles à la joie de vivre, bien au contraire. Cette année, il y a eu une chorale d'un EHPAD mayennais qui s'est produite dans plusieurs villes, et notamment à Paris, au Grand Rex. Une chorale emmenée par un chef de chœur qui s'appelle Pierre Bouguier. Cela a donné naissance à un documentaire que vous avez vu cette année sur France 3. On l'a diffusé en début d'année, on l'a rediffusé au mois d'octobre. Vous pouvez le revoir, bien sûr, sur notre site internet You Get the Power. Regardez un extrait du film d'Arnaud Ray. C'est aussi la beauté de ce projet-là, c'est de remettre les anciens au cœur de la cité et de les écouter et qui nous amènent leur expérience et puis leur fougue, leur énergie et leur plaisir d'être là avec nous, quoi. On reçoit des compliments. J'ai un cousin que j'ai vu l'autre jour, moi, il m'a dit, il a dit qu'est-ce que c'était émouvant. Parce que de voir des personnes âgées faire ces choses-là, ben, ça les a touchés. Bonjour, Dominique Leméner. Vous êtes président du conseil départemental de la Sarthe. C'est vous, en tant que président du conseil départemental, qui donnez l'agrément, qui permet d'accueillir les familles. Vous en donnez beaucoup ? Alors, on a actuellement près de 160 accueillants, ce qui correspond à un peu plus de 300 places. Donc, on est sur un dispositif qui est bien rodé maintenant, avec des agréments qui sont donnés par des commissions en fonction de l'accueil lui-même, au point de vue immobilier, et puis aussi de la qualité, bien sûr, des accueillants sur leur plan de leur formation et d'un certain nombre de contraintes qui existent dans ce type d'accueil. Là, on est un petit peu à mi-chemin entre le maintien à domicile et l'EHPAD. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se développer quand on sait qu'il n'est pas prévu que dans les Pays de la Loire, il y ait beaucoup plus d'EHPAD dans les années qui viennent ou beaucoup plus de places ?
C'est une des réponses, c'est évidemment pas la seule, puisqu'on voit bien que l'âge moyen d'entrer dans les maisons de retraite a évolué considérablement. Il y a une vingtaine d'années, c'était 75 ans en moyenne. Dans la Sarthe, ici, c'est 87 ans. C'est le fruit d'un travail d'abord de maintien à domicile le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs le souhait généralement des résidents dans les établissements. Et puis aujourd'hui, l'augmentation de la durée de la vie fait que nous avons des personnes qui rendent souvent beaucoup plus dépendantes. Donc il faut trouver tout un volet d'action qui se trouve entre le domicile, lorsque c'est encore possible, et éventuellement après l'accueil chez des résidents familiaux, là aussi on peut apporter une réponse. Et donc la vérité, c'est qu'on a un panel de possibilités qui doit réserver l'entrée dans des hébergements beaucoup plus lourds à des personnes dont la dépendance est élevée. Quel est le budget imparti à la dépendance ? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 60 millions d'euros de budget qui sont consacrés à l'ensemble des dispositifs qui concernent la dépendance. Pour les établissements, on a une particularité, c'est qu'on continue à apporter des aides à la restructuration. C'est un des seuls départements d'ailleurs qui continue à le faire pour la modernisation, la restructuration. Est-ce que vous avez les moyens de construire de nouveaux EHPAD ou alors c'est uniquement du ressort de l'Agence régionale de santé ? Alors les autorisations sont évidemment données avec l'accord de l'Agence régionale de santé. Mais vous pouvez être à l'initiative de cela ? Mais on peut être à l'initiative. Et c'est-à-dire qu'on a réalisé un schéma qui tient compte des perspectives démographiques et du vieillissement pour imaginer le nombre de places et surtout les endroits où il faut réaliser ces places. Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire évoluer le nombre de places en fonction des besoins locaux. Ce qui veut dire par exemple que sur l'agglomération mancelle, il y avait un besoin très important. Il y a une centaine de places qui sont aujourd'hui en cours de réalisation. Donc il y a encore de la place dans les EHPAD. Il y a des EHPAD qui n'ont pas les mêmes moyens en termes de personnel. Ici, il y a 20 personnels pour 25 résidents, donc on va dire que c'est un cas à part. Mais pourtant, il existe. Est-ce que vous avez le moyen de faire en sorte qu'il y ait plus de personnel, qui soit mieux rémunéré, d'attirer des jeunes vers ces métiers ? Ou alors, au contraire, on va dans une impasse ? Je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de la difficulté de ces métiers dans les établissements et les mesures que nous avons mises en place avec l'Agence régionale de santé qui sont destinées à accompagner les personnels sont de nature à changer aussi la vision qu'on a sur ces métiers. Parce que ce n'est pas seulement le fait de l'exercer, c'est aussi d'attirer des nouveaux venus dans la profession et ça c'est quelque chose qui demande le concours d'ergothérapeutes. Parce que beaucoup l'ont quitté cette profession. Voilà. Merci beaucoup Dominique Leménaire. Merci. Alors l'autonomie c'est le maître mot dans bien des EHPAD, aider les résidents à conserver ou à retrouver une certaine autonomie. Pour sa façon de faire, l'EHPAD Les Mimosas qui se trouve en Vendée, tout près de La Roche-sur-Yon, sur la commune de Comquier, a été labellisé Humanitude. On a parlé de maltraitance, et bien là c'est tout l'inverse, c'est un label qui récompense la bientraitance. Olivier Quentin et Damien Ravelot. Comment ? Tu dis qu'il est mort, Aznavour ? Oui, il est mort, oui. Ah, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faisait montrer l'enterrement, oui. Ah. Oui. Au Mimosa, on suit l'actualité en épluchant les carottes, comme on le faisait chez soi. Ah là 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 là, allez, dépêchons-nous. L'autonomie, c'est ce qui permet qu'ils ne deviendront pas grabataires, c'est ce qui permet qu'ils continuent d'avoir une activité. C'est important parce que l'autonomie, c'est la vie, quoi, hein. Vous allez pouvoir remarcher, vous allez pouvoir continuer à faire tout ce que vous pouvez faire naturellement et ne pas être dépendant de quelqu'un pour faire les choses. L'autonomie, un des objectifs de l'équipe soignante. Ici, on ne fait pas des miracles, mais quand même, on travaille souvent contre le temps qui passe. Est-ce que vous souhaitez marcher avec nous un petit peu ? Ben oui, parce que vous êtes belle. Oh, c'est gentil. On y va ? Aider un résident à marcher plutôt que de le déplacer dans un fauteuil roulant, ça demande de la disponibilité, mais ça finit par payer. Le résident, il se sent en confiance et voilà, comme ce monsieur où on a fait marcher, il y a quelques semaines de ça, il ne marchait plus du tout. Voilà. À force de travail, d'esprit d'équipe, ça apporte la possibilité de faire évoluer les résidents. Donner du plaisir à vivre, des plaisirs tout simples. Henri élevait une dizaine de poules chez lui. Maintenant, avec Maria, il nourrit celle de l'EHPAD. Tous les matins, je viens leur mer boire, puis je mets de l'eau, puis je viens leur donner main tous les matins. On aime ça. Dans le temps, on fait ça chez nous. Pas de soins de force, le respect de l'intimité. L'humanitude est une philosophie avant d'être un label. À l'EHPAD des Mimosas, il y a eu des formations pour les personnels. On dit ici qu'on a retrouvé une sérénité. Quoi de plus motivant que de voir que le résident dont on s'occupe recommence à faire les gestes de la vie quotidienne, pouvoir remanger, s'habiller, refaire ses soins d'hygiène.
pense qu'il n'y a rien de plus motivant pour un soignant que de constater les résultats de son travail. Mais un établissement comme celui-ci est financé en fonction du degré de dépendance des résidents. Si les résidents retrouvent de l'autonomie, le budget risque de baisser, une réglementation totalement handicapante. Retour sur le plateau d'enquête de région, toujours depuis Parigny-l'Évêque dans la Sarthe. Nous sommes toujours à l'EHPAD Les Térébintes. Comme il fait un petit peu frais, eh bien, on s'est mis au coin du feu, en bonne compagnie avec Janine et Alban, avec Louis et avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Journaliste sur France Inter, écrivain et auteur de cet ouvrage, Suzanne, aux éditions Les Équateurs. Suzanne, c'est votre grand-mère. Dans le livre, elle a 95 ans. Depuis, elle a eu 96 ans. Elle en a 96, oui. Comment va-t-elle? Elle va pas mal. Elle va pas mal à 96 ans. Elle préférerait aller mieux, être beaucoup plus jeune et être parfaitement en forme. Ça n'est évidemment pas le cas, mais elle a plutôt le moral. Et elle pense déjà à la fête que nous fêterons, que nous célébrerons quand elle aura 100 ans. Voilà. Très bien. Donc elle a encore de l'avenir, de l'envie de vivre, de l'ambition Elle a envie du bonheur de au quotidien. continuer à vivre et elle dit que mourir aujourd'hui ne l'intéresse pas. C'est pas dans ses projets. Non, elle a encore trop de livres à lire et trop de fleurs à respirer. Bon, alors si on parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que vous racontez sa vie, de façon un petit peu romancée dans ce livre, et il y a une bonne partie qui se passe dans un EHPAD, parce qu'elle vit dans un EHPAD aujourd'hui, dans la région des Pays de la Loire d'ailleurs, elle est dans le département voisin de la Mayenne. Pourquoi vous avez décidé de raconter sa vie, et notamment sa vie en EHPAD? Alors moi, c'est d'abord sa vie que je raconte. Et il y a effectivement des petits chapitres concernant l'EHPAD où elle a passé plusieurs mois. Elle est dans un autre établissement désormais. Dans le premier établissement où elle a été, ça ne s'est pas très bien passé. La première chose qui lui a beaucoup déplu, c'est la nourriture. Suzanne, elle a toujours aimé bien manger, elle a toujours aimé cuisiner, faire des fêtes, faire de grandes tablées, faire de la cuisine à la crème. Elle est née en Normandie, c'est une petite Normande. Et là, dans cet établissement, elle disait « je ne sais même pas ce que j'ai dans mon assiette. C'est tellement mauvais, je ne sais pas si c'est de la viande ou du poisson. C'est une bouillie infecte. Même à des animaux, on n'oserait pas donner des choses pareilles, des choses aussi mauvaises. Et même pendant la guerre, je mangeais mieux. » Elle a toujours dit qu'elle n'irait pas dans ce genre d'établissement, mais elle n'imaginait pas que ça se passerait aussi mal dans celui-ci. Alors, fort heureusement, ça a changé. Dans un nouvel EHPAD aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Oui. Néanmoins, ça vous fait porter à vous, son petit-fils, un regard particulier sur les EHPAD. Qu'est-ce que, selon vous, serait améliorable sans forcément une grosse hausse des budgets? Parce qu'évidemment, l'argent manque partout. Ce qui est améliorable, c'est notamment la formation des soignants et de toutes les équipes qui encadrent et qui font vivre ces lieux-là. Il y a plein d'équipes qui sont formidablement formées, il y en a plein où on n'a pas forcément pris le temps de former le personnel à la bientraitance. Il y a des formations qui permettent d'apprendre à parler de façon plus bienveillante aux résidents, d'apprendre à les toucher sans leur faire mal. C'est qu'une histoire de formation, c'est qu'une histoire de temps qu'on donne à ces professionnels. Tout est pour le lié. faire. Tout est lié. Là, aujourd'hui, dans de nombreux établissements, pas dans tous heureusement, le personnel est épuisé et dit lui-même qu'il n'a pas de temps, pas suffisamment de temps pour faire des toilettes complètes, pour aider les résidents à manger parfois, et même pour leur parler. Et donc, ils savent à peine. Ça la choque, ça. Personne ne me demande comment je vais, ce que j'ai fait, quelle a été ma vie. Elle l'évoque, ça, dans le livre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Moi, ce que j'ai voulu, c'est montrer que les personnes qui arrivent dans ces établissements, ils ont eu une vie avant, une vie souvent très riche. Ils ont eu des passions. Alors, Suzanne, elle adorait le tennis, elle adorait le théâtre. C'était très elle adorait dynamique. les soirées parisiennes, oui, conduire très vite. Et elle a eu, comme tout le monde, des amours, des drames aussi dans sa vie. Et raconter ce que je fais dans ce livre, chacune des années de sa vie, donc les 95 années qui ont précédé son arrivée dans l'EHPAD, c'est lui rendre son histoire, c'est lui rendre sa mémoire, et c'est dire tous nos grands-pères, toutes nos grands-mères, ils ont eu une histoire avant. Ce ne sont pas juste des vieilles personnes dans un établissement. Avec un numéro, souvent. Quand on termine sa chambre, le personnel dit on a fini la 205. Oui, donc Suzanne se dit tiens, maintenant je porte le nom d'une voiture. Voilà. Mais non. Garde l'humour quand même. Hein, oui, mais elle réclame de la dignité. Et elle, c'est de la colère qu'elle a aujourd'hui encore par rapport à ce qu'elle a vécu dans cet établissement. Je raconte les petits épisodes qui se sont mal passés et moi je porte un peu sa colère. Et Suzanne, elle dit tu portes ma colère mais tu portes aussi la colère de tous ceux qui n'ont pas la parole, réellement plus la parole, ou de tous ceux qui n'ont plus personne
À qui raconter? Ce livre, c'est donc une histoire d'amour d'une grand-mère et de ses petits-enfants, et c'est la traversée du siècle d'une femme, ma grand-mère, que moi j'adore. Et donc je pense que les lecteurs ça doivent s'entend, beaucoup vous l'avez l'aimer entendu, aussi. et ça se lit, tout est dans Suzanne de Frédéric Pommier. Merci beaucoup, Merci Frédéric, à vous. d'être venu. C'est aux éditions Les Équateurs, et ça se lit comme un roman, puisque c'est un roman, c'est une belle histoire, et tout ce que vous venez de dire est on ne peut plus vrai, puisque c'est votre vie, c'est la sienne, et la preuve, c'est écrit dedans. Merci beaucoup, j'en profite également pour vous parler d'un autre ouvrage qui s'adresse également aux seniors, qui parle encore des seniors, tous ceux qu'on a appelés, ce qui faisait partie du baby-boom, qui sont aujourd'hui les papy-boomers. Voilà, cet ouvrage pour en savoir plus sur la longévité, une chance pour tous, les papys qui font boom. C'est signé Gilles Berru, le professeur Gilles Berru, qui est gérontologue et le fondateur du Gérontopole des Pays de la Loire. Ainsi s'achève cette émission. J'espère, je pense que vous en savez plus sur les EHPAD, sur en tout cas celui des Térébintes, comment ça se passe, comment on y vit, et avoir le sourire de Janine, d'Alban ou encore de Louis, on comprend qu'on peut bien vivre dans un EHPAD. Merci de nous avoir suivis. Émission à retrouver bien évidemment et à revoir sur notre site internet. À très bientôt. Merci. Oh, vous êtes très bien.